nous, Européens, nous partageons une histoire et un destin. C'est parce que nous retrouverons le fil de ce chemin que nous pourrons rebâtir la confiance. Voyez l'endroit où nous sommes. Apercevez encore dans la nuit qui arrive la colline derrière moi, l'Acropole. Qui que vous soyez, quel que soit votre âge, votre nationalité, votre origine, dites-moi, citoyens européens, si le miracle de cette colline, ces colonnes du Parthénon, cette silhouette de l'Érectéion et de ces cariatides n'éveille pas en vous le sentiment que quelque chose est né là, qui vous concerne, qui vous appartient, qui vous parle. Oui, l'Acropole d'Athènes est un miroir tendu à notre identité européenne. Nous nous y reconnaissons, nous y lisons notre destin commun. Et ce temple fut celui des dieux antiques. Mais aujourd'hui, les croyances qui l'ont fait naître ont disparu. Et pourtant, nous pensons encore à cette force. Nous sentons encore sa part sacrée. Il y a, comme le disait Malraux, il y a près de 60 ans ici même, il y a une Grèce secrète qui repose dans le cœur de tous les hommes d'Occident. Cette Grèce secrète, c'est ce qui nous dépasse, ce qui fait que si nous acceptons de nous prendre dans nos petits débats européens et ces guerres civiles que j'évoquais tout à l'heure, il suffit que nous soyons plongés à quelques milliers de kilomètres pour reconnaître un Européen, une image qui nous rappelle l'Europe, un sentiment qui nous unit, une odeur, une couleur, une lecture qui fait que nous nous sentons à nouveau européens. Cette Europe de la littérature, des cafés, de la discussion publique, d'une convivialité et d'une civilité qui n'existe nulle part ailleurs, c'est celle dont le ciment profond est la culture, notre culture. Nous ne nous battrons jamais assez pour que les Européens prennent conscience au plus vif d'eux-mêmes, de ce socle commun qui, depuis des siècles, trouve à s'exprimer de mille manières. L'Europe des cénacles, des revues, des voyageurs, des bibliothèques et des idées, l'Europe des capitales lumineuses et des marges fascinantes. Cette Europe qui a existé par tant de voix, qui ne disait même pas parfois son nom, qui n'a pas attendu nos institutions, nos traités, nos refondations, nos controverses. L'Europe de Madame de Staël et de Benjamin Constant parlait presque toutes les langues. Elle était là. Cette Europe, depuis tant de siècles, qui nous unit, c'est celle de la culture. Et pour que vive cet esprit de reconnaissance et de connaissance mutuelle, pour que nous refondions enfin la confiance européenne, c'est bien par la culture que nous devons repartir. Les échanges étudiants sont une clé essentielle. La circulation de notre jeunesse doit se faire plus vive encore. Les échanges académiques, l'apprentissage de nos langues réciproques, bien au-delà de mes tentatives poussives en début de discours. C'est cela, ce qui doit rendre notre Europe vive. Ce ne sont pas des réglementations, des décisions obscures, c'est d'être plus ambitieux encore dans cette Europe de la culture, des échanges universitaires et académiques. Je veux que dans les propositions que nous ferons, dans cette feuille de route à 10 ans, nous retrouvions de l'audace, de l'ambition profonde pour que cette Europe de la culture, de la connaissance, du partage des langues soit profondément refondée. Il nous faut aussi une Europe du patrimoine. Je parlais de l'Acropole, dont la restauration et le nouveau musée ont eu un prix élevé. Tout ce qui incarne notre passé commun, art grec, art roman, art médiéval, baroque ou classique, tous ces édifices, toutes ces œuvres sont la substance même de notre mémoire et de notre être. Les protéger et les faire vivre doit être une préoccupation de tous les Européens. Lorsque la civilisation est attaquée, elle est attaquée dans la culture, dans son patrimoine. Regardez, partout au Proche-Orient, au Moyen-Orient ou en Afrique. Et donc ce patrimoine, nous devons le défendre,
le porter, le réinventer, nous le réapproprier parce qu'il est notre identité et notre avenir. Les quelques concours de l'Union européenne ne suffisent pas aujourd'hui à aider ou la Grèce ou l'Italie quand elles sont face à des défis immenses sur ce sujet. De même encore dans tant de pays, et la France n'en fait pas exception, où ce qui témoigne de notre histoire sombre parfois dans l'indifférence, voire la négligence. Je souhaite donc que nous puissions rapidement lancer des assises du patrimoine au niveau européen, afin d'adopter une approche coordonnée de ces sujets, afin de retrouver une ambition véritable du patrimoine et de la culture. Recommençons aussi par la culture. Et afin que l'Europe protège le patrimoine et réinvente son avenir, je suggère que ces assises se réunissent à Athènes, où tout a commencé. Et nous verrons que par la culture, nous retrouverons ce qui nous unit, que par la culture et le patrimoine, nous retrouverons cette force de l'échange et de ce qui nous dépasse, de ce qui fait que, au-delà de nos divisions, à chaque moment important de notre Europe, nous avons décidé d'avancer ensemble, de construire quelque chose de plus fort que nous. Je veux aussi revoir largement les conditions de diffusion des œuvres de l'esprit en Europe. Littérature, philosophie, poésie, histoire, géographie, cinéma, spectacle vivant, science sont notre terreau commun. Nous avons donc besoin, là aussi, de créer des programmes européens d'œuvres prioritaires, qu'elles soient issues du patrimoine culturel de chaque pays ou de la création contemporaine. La connaissance des uns par les autres tient à tout cela, à ces rencontres de hasard. Aujourd'hui, chacun, éditeur, écrivain, traducteur, créateur, s'arrange pour se faire connaître et pour traduire ce qui doit l'être. Mais le résultat n'est pas suffisant. Nous avons besoin d'organiser ce domaine essentiel de notre culture, de reformer une Europe des traducteurs, des passeurs, de cette ambition culturelle qui nous unit. Ce sont les langues, les inventions, notre imaginaire commun qui ont forgé l'Europe au-delà des différences. Nous sommes, nous, Européens, les habitants de cet improbable Babel que la diversité des langues et des traditions ne cesse d'enrichir et d'enthousiasmer. Alors oui, ayons à nouveau cette ambition de la culture par laquelle notre confiance sera refondée. Souveraineté, démocratie, culture. Ce sont les trois espérances que je veux offrir à la jeunesse d'Europe. Qu'elle s'en empare, qu'elle se les approprie. Leur avenir est là. Leur responsabilité, notre responsabilité, la responsabilité de notre génération dont je parlais tout à l'heure, est de faire que les plus jeunes retrouvent le sens d'une Europe forte et légitime. Alors oui, peut-être à certains, cette entreprise apparaîtra comme vouée à l'échec. Je sais bien, certains diront, parlons de la technique, des détails, des textes. Voulez-vous changer de traité ou pas? Que modifions-nous et quel article? Nous y viendrons. Mais parce que nous nous sommes perdus dans les labyrinthes de ces discussions devenues confuses, nous avons perdu le cap, la volonté profonde et l'ambition. Mais devons-nous pour autant avoir peur de cette ambition extrême? Devons-nous pour autant avoir peur de ce que les générations qui nous ont précédés n'ont pas craint? Imagine-t-on encore la secrète anxiété des fondateurs de l'Europe lorsqu'ils tendirent la main à leurs ennemis de la veille sur un continent encore rempli de ses victimes? Imagine-t-on la folle ambition qu'on décrivait chez certains lorsqu'ils allaient raconter que nous allions avoir une monnaie commune? C'était il y a 30 ans. N'avons-nous plus le droit d'avoir une ambition, nous? Je pense tout le contraire. Alors le défi que je veux vous lancer ce soir, quelques semaines avant de proposer à l'ensemble des pays européens ce que la France pense, veut, préfère à soumettre au débat. Avez-vous peur de l'ambition européenne
qui vous fera retrouver le sens de la souveraineté, de la démocratie, de la culture.